tous. Je vous cacherai pas que je stresse à chaque fois que je dois présenter quelque chose alors que je commence à être une vieille dans le domaine. Donc, je m'appelle Claudine Berger. Ça fait plus de 11 ans que je travaille dans l'amélioration continue. J'ai essentiellement travaillé dans des multinationales, une en particulier, que j'ai quittée à la fin de l'année dernière. J'enseigne aussi le Lean Six Sigma dans des universités en France. Je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est agile et système de management. C'est un peu ma passion. Ça peut paraître étrange, mais voilà, c'est un peu ma passion. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce soir ce que je fais, comment je le fais. Et comme disait Claude, je crois que j'aurais pu vous parler 2 heures de Lean, j'aurais même pu vous parler 6 heures, voire 10 heures de Lean, hein, s'il avait fallu. Ça n'aura pas de sens et vous allez vous ennuyer. Du coup, on est parti plus sur l'idée de faire des petits ateliers pour vous pratiquer. Alors, bien sûr, ça ne va pas être exhaustif du tout, évidemment. Par contre, les petits outils que vous allez, les outils que vous allez utiliser ce soir, pour moi, sont simples d'utilisation. Vous pouvez les utiliser à partir de demain, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie privée. C'est vraiment des outils assez basiques et c'est assez puissant, en fait, quand on sait bien les utiliser. C'est pourquoi ce soir, je serai accompagnée par des gens qui vont vous guider dans cette utilisation. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous retiriez de cette soirée, c'est plus un cheminement. C'est de comprendre, en fait, Lean, c'est quoi et comment est-ce qu'on y arrive, mais c'est que vous vous rendiez compte qu'en fait, Lean, c'est fait de 2 choses principales. La première, c'est un mindset. C'est vraiment un état d'esprit, c'est pas une fin en soi. Devenir une entreprise Lean, c'est jamais fini. C'est vraiment la roue de l'amélioration continue. On va se challenger en permanence, on va améliorer des choses, mais on pourra encore réaméliorer et encore améliorer et encore améliorer. Donc, c'est vraiment ce mindset qui prend du temps, qui prend des ressources. C'est souvent un investissement, mais c'est pas une baguette magique. Ça, vous allez très vite le comprendre en utilisant les outils ce soir. On n'a pas une baguette magique, par contre, on a une structure et toutes les choses qu'on va faire sont liées les unes avec les autres. Et la deuxième chose, donc il y a le mindset, mais aussi donc les outils. On a des boîtes à outils gigantesques qu'on peut utiliser dans plein de situations, des outils Lean, des outils de l'amélioration continue en général. L'idée, c'est vraiment, avec ces outils, de venir corriger quelque chose. Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait, le Lean, c'est de l'excellence opérationnelle. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et ce qu'on cherche à faire quand on met en place une initiative Lean dans une entreprise, c'est d'atteindre une excellence opérationnelle. Alors là, moi, j'ai pris un des temples de l'excellence opérationnelle. Il en existe plein. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents piliers. Parmi eux, donc il y a, alors on ne va pas parler de gestion du changement, mais si vous mettez en place une initiative Lean dans une entreprise, clairement, il va falloir accompagner le changement parce que vous allez changer quelque chose, vous allez l'améliorer. Et puis, donc il y a du changement, il y a du leadership, qu'ils appellent ici du leadership, mais il y a surtout de la maîtrise opérationnelle et de l'excellence. Et c'est ça qu'on va essayer d'atteindre avec une boîte à outils. Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre avec de l'excellence opérationnelle? C'est une satisfaction de nos clients. C'est vraiment le but ultime, c'est de satisfaire nos clients en termes de qualité, de rentabilité, d'efficacité, d'efficience aussi. Et donc, comment est-ce qu'on va atteindre tout ça? C'est en revoyant nos processus. Donc, Lean, c'est vraiment orienté processus. Tous ces processus qui vont tendre à cette satisfaction de nos clients, ils ont des activités les unes après les autres qui vont s'impacter les unes les autres. Et il y en a qui auront des activités qui seront des activités à valeur ajoutée et d'autres qui sont à valeur moins, voire pas du tout à valeur ajoutée. Et on appelle ça des gaspillages. On les catégorise dans le Lean en 3 catégories. Il y a les Muda, Mura et Muri. Si on m'avait dit qu'un jour je dirais ça devant des gens, je n'aurais pas cru. Les Muda, ce sont vraiment les gaspillages les plus courants. C'est ce qu'on va aller chercher sur un processus pour les supprimer. Ce sont les plus classiques. Il y en a 7, voire 8, suivant où on est. On parle de transport, de stock, d'attente, de mouvement, donc des attentes inutiles. C'est une valeur, ce n'est pas à valeur ajoutée dans un processus ou dans une entreprise. Les défauts non plus, la surproduction non plus. Enfin, je ne peux pas vous faire toute la théorie sur les 7 gaspillages, mais en gros, ce sont les gaspillages les plus courants qui sont subis sur un processus. Les Mura, qui sont les irrégularités, moi, j'aime bien expliquer ça plus par un exemple de ce que ça veut dire en termes de gaspillage. Imaginez que vous débarquez à 8 heures du matin à la poste
vous faites la queue à l'entrée de la poste, vous entrez, il y a 4 guichets qui sont ouverts. Donc, les guichets, ils vont travailler dans un flux continu. Il y a du monde qui était là avant de partir au travail. Ça va être un flux qui est continu pendant un certain bout de temps. À 10 heures, tout le monde est au travail. Ces 4 personnes au guichet n'ont plus rien à faire. Et ça, c'est une irrégularité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont débordés, à un moment, il y a de l'attente. À un moment, on est débordé, à midi, elles seront probablement de nouveau débordées, à 14 heures, elles seront de nouveau dans l'attente. Et ça, c'est un gaspillage qu'il faut traiter, soit mettre moins de monde, donc il faut les occuper avec autre chose. Voilà, c'est toute une mise en place dans ces processus pour cesser ces irrégularités qui ralentissent et qui freinent en fait les processus. Et les mouris, un exemple, c'est de la surcharge ou de l'excès. On peut parler autant des gens qui auront beaucoup trop de travail, donc ça va probablement pousser à de la démotivation, à des burn-out, mais on peut aussi parler de surproduction ou alors trop d'achat de matières premières au cas où. D'expérience, je l'ai vu, on achète beaucoup de matières premières au cas où il y aurait une grosse demande. La grosse demande ne vient jamais. Du coup, c'est un surplus qu'on va probablement détruire parce qu'une matière première périme et se détériore. Donc, en général, on cherche ces gaspillages-là dans les processus, dans les activités lean, et on va chercher à les supprimer ou en tout cas à les diminuer. Et là, je vous ai mis dans la deuxième bulle 3 outils que moi j'utilise. Alors, c'est un parti pris, de nouveau, que moi j'utilise le plus souvent quand je suis dans des initiatives lean. Il en existe des dizaines d'autres. Pour moi, ce sont les plus classiques. La cartographie, c'est vraiment l'idée d'aller rendre visibles les processus et toutes les activités qui sont sur ces processus. On va dessiner, on va mettre sur un mur tout ce que font les gens sur le processus et ça va nous permettre de détecter les gaspillages. Ce qui est intéressant avec ce genre d'initiative, c'est que les gens se parlent, les gens se mettent ensemble dans une salle et discutent en fait des activités qu'ils font. Et ils peuvent aussi mettre en avant les problèmes ou alors déjà eux-mêmes voient les gaspillages qu'ils voudraient éliminer. Le problem solving, c'est ce qu'on va voir juste là dans une minute. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et en général, donc, on a vraiment cette cartographie du problem solving et de la standardisation. Pour moi, c'est un must-have dans une entreprise. Ce sont toutes les procédures en place, les modes d'emploi de ce que font les gens pour pouvoir stabiliser le processus et être sûr que chacun va faire les mêmes choses de la même manière pour éviter toute variation. La résolution de problèmes, qui est pour moi le deuxième outil le plus intéressant, c'est quand on a un problème aujourd'hui, quand on voit un gaspillage sur un processus, on va se dire « je vais le résoudre ». Dans le jargon, on dit qu'on va éteindre des feux. C'est très bien. Moi, j'appelle ça aussi mettre des sparadraps. Il y a plein d'expressions types pour parler de ça. Mais en gros, quel que soit le problème, moi, je sais que j'ai une solution et je la mets directement en place. Effectivement, le problème va probablement disparaître pour un certain laps de temps. Statistiquement, il est prouvé qu'il va revenir. C'est rare que ça disparaisse totalement. Et c'est un peu le mal du siècle parce qu'en fait, on veut toujours aller très vite. Les problèmes, on ne les veut pas, on va les cacher et on va vite les oublier jusqu'à ce qu'ils reviennent. Du coup, nous, ce qu'on fait dans l'amélioration continue et dans le Lean Six Sigma, l'approche problem solving, c'est ce Six Sigma, c'est qu'on va aller se poser la question de quelle est la cause racine du problème parce qu'elle n'est pas toujours là où on pense. L'exemple classique qu'on donne dans le métier, c'est l'histoire de ce couple qui rêve de partir en vacances, mais qui se rend compte à la fin de chaque mois que leur compte est en négatif. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font le mois suivant? Ils se disent, bon, basiquement, on va arrêter d'aller au resto. Très bien, ils vont arrêter d'aller au resto. Et le mois suivant, ils sont toujours en négatif. Le mois suivant, ils vont se dire, tiens, on va mettre une solution en place, on va arrêter de faire du shopping. Ils vont le faire. Jusqu'au jour, en fait, où ils vont se rendre compte que ça ne suffit pas, que le problème n'est probablement pas là, qu'ils vont prendre tout leur reçu de tout ce qu'ils ont pu consommer, acheter, manger, etc. Ils vont faire un Pareto de tout ça et se rendre compte que leurs plus grosses dépenses, c'est par exemple le loyer et l'école de leurs enfants. Très bien, mais on ne va pas pouvoir diminuer ça. Mais la troisième grosse dépense, c'est que le coût de l'essence a augmenté. Et ça, en fait, eux, ils n'y pensaient même pas. C'était quelque chose de tellement courant dans leur vie. Ils prennent la voiture tellement souvent, faire des petits trajets, des plus grands trajets, amener l'épouse à son travail, amener les enfants à l'école. Et
ça, s'ils n'avaient pas été dans une analyse de toutes leurs données, finalement, ils ne l'auraient pas vu. Et la cause racine, c'était le coût de l'essence. Du coup, ils ont diminué en fait leur trajet, ils les ont optimisés et ils ont pu, a priori, partir en vacances. Après, je pourrais entrer dans une théorie beaucoup plus précise parce qu'en fait, le Six Sigma, il vous permet en fait de faire beaucoup d'analyses avec des outils statistiques. Moi, je ne vais pas entrer dans ce détail, même si Six Sigma, en fait, ça vient d'une formule mathématique qui n'a pas trop de sens ici ce soir. Ça ne va pas beaucoup vous aider a priori pour l'exercice qu'on va faire. Mais moi, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est ça, en fait, c'est d'arrêter de mettre des sparadraps et d'aller chercher le problème, la vraie cause racine, et d'essayer de la corriger pour la supprimer. Et pour ça, on va... alors, Claude, avant d'envoyer la présentation, je vais la corriger parce que je vois des fautes d'orthographe. On n'a rien vu, on n'a rien dit. Alors, moi, je les vois. Pour pouvoir, vous, utiliser tous ces outils, donc voir sous ce cheminement on a un problème, on le cartographie, on a des données, on les analyse, on les corrige. On va parler d'un cas qui, moi, me parle, puisque c'est moi, en fait, le cas. Et c'est une problématique qui m'est propre, mais qui devrait parler à tout le monde, en tout cas, quand je l'ai proposé pour cette soirée. Ça a été assez bien accepté. Donc, moi, en fait, le problème que j'ai envie qu'on règle ce soir, c'est que, alors, je cours. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de courses à pied. Je cours 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai un objectif, moi, dans ma vie, c'est de toujours courir à peu près à 6 minutes au kilomètre, donc 10 km/h. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui marchait plus très bien. C'est toujours très compliqué, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas très bien, mais de nouveau, on met un sparadrap. Demain, ça ira mieux, c'est pas grave. Ok. Ah bah, j'ai dû courir, il faisait trop chaud. Bon, bah ok, demain, ça ira mieux. Et demain, ça ira toujours mieux. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça ne va pas toujours mieux. Ça va même moins bien, toujours moins bien, toujours moins bien. Du coup, un jour, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah, tiens, en fait, je cours comment, globalement? Eh bien, je cours comme ça. Une année de données entière de mes sorties de course à pied. Merci Garmin de faire des extractions sur Excel, ça aide beaucoup. Et j'ai pu voir en fait ce que ça donnait. Déjà, c'était assez intéressant pour moi de voir. Bien sûr, il y a parfois des sorties où j'ai fait de la montée, j'ai fait de la montagne, mais courir en montée, c'est facile. On arrive à s'équilibrer parce qu'on accélère en descente. Donc, mes 10 km/h, je devrais être capable de toujours les avoir, sauf que ça n'a pas été le cas. Et on va le voir après. Mais peut-être juste un petit truc sur les données. Alors, si vous êtes tous business analystes, vous le savez, mais pour pouvoir analyser des données, en tout cas dans le cadre de l'amélioration continue, il en faut quand même un certain nombre. Partez pas sur 4 données ou 5 données. Hein. Partez sur des choses qui sont représentatives, contextuelles et pertinentes. Pourquoi aussi on en veut beaucoup? Et puis pourquoi est-ce qu'on veut sur la durée? C'est parce qu'en fait, tous les processus fluctuent et on a besoin de voir cette fluctuation se faire. Parce que moi, si je regarde que ce que j'ai fait quand il faisait 35 degrés, ça va être compliqué en fait de le corriger. En fait, j'ai vraiment besoin de sorties sur toute une année avec toutes les météos possibles parce que je cours par tous les temps et toutes les températures possibles. Il faut vraiment réfléchir à quelles données on va analyser. Et en fait, moi, ça m'a donné ça. Alors effectivement, il y a des jours, ça n'allait pas très bien. On pouvait voir hein, l'objectif. Donc, alors là, il est très mal mis. Le truc a bougé. Je suis désolée, mais c'est à 6 minutes hein, normalement. Mais alors, le truc a bougé en faisant ma photo. Je suis désolée. Mais en gros, il y a des moments où ça va très bien et des moments où ça va très mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça donne plutôt ça dans la réalité. Et alors, on voit, hein, ça fluctue, mais c'est OK. Moi, entre 4 et 6 minutes, moi, je suis OK. Enfin, 4 minutes, c'est rare. Hein, on ne va pas se mentir. J'ai pas ce niveau de fou non plus. Hein. J'aimerais bien un jour, mais enfin, bon, j'ai plus 20 ans non plus. Il y a des moments, ça a été une catastrophe. 10 minutes au kilomètre, OK. Hein. Tout ça, ça peut arriver. C'est pas grave. Mais là, sur la fin de l'année, c'est vraiment là qu'il y a eu un problème. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je vous ai même sorti en fait l'évolution de la fin de l'année. Donc, vous voyez en bas, hein, toutes les sorties, 121 sur la gauche, le temps, mon objectif, et sur la fin, c'est catastrophique. Et donc, moi, ce soir, en fait, ce que je vais vous demander, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que vous auriez des idées sur ce que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus? Pour qu'en fait, tout ça, ça se stabilise et que je reste toujours autour
des 6 kilomètres, des 6 minutes au kilomètre et que je ne bondisse plus à des 9, 10, 11, parfois même pire, minutes au kilomètre. Donc voilà, l'exercice de ce soir, ça va être ça. Les questions, je ne sais pas quand c'est à la fin, Claude, hein. Donc là, normalement, tout le monde a tout bien compris l'exercice. Oui, alors s'il y a des questions pour l'exécution, ben, ce sera dans les sous-groupes. Et ça va se passer comme ça. Nous, on va pouvoir appeler un ami si on est embêté. Une amie, ce sera Claudine. Et elle viendra nous dépanner, même si on a été briefé avant l'exercice. Voilà. Et tout à la fin, il y aurait une mise en commun quand on reviendra tous dans la même salle. Et puis, il y aura une petite séance de questions-réponses encore tout à la fin pour les questions complémentaires. Voilà. Est-ce que Claudine, tu avais encore quelque chose à dire avant? D'accord. Bah, très bien. Alors, Non, amusez-vous bien, essayez de répondre à ma problématique. Ça m'aiderait, hein, moi. Ce serait voilà, gentil de m'aider, du coup. exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai créé des sous-salles. Je vous ai répartis dans ces sous-salles. Je vais vous envoyer tout de suite, vous n'aurez rien à faire, dans un sous-groupe. Vous verrez dans le sous-groupe le nom de la personne avec qui vous êtes. Et ce sera pris en charge pendant 40 minutes par ces facilitateurs. Si jamais vous avez un petit compte à rebours, là, ce sera sur 40 minutes où vous voyez le temps qui reste. Et il y aura des petits compteurs pour chaque partie d'exercice qui seront déclenchés par vos facilitateurs. Voilà. On peut même faire un poil plus long puisque j'ai parlé bien plus vite que prévu. Évidemment. Voilà, très, très bien. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Bonne chance et à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Charles, on voit toujours mon écran. Oui, je veux bien que tu arrêtes de partager, parce que sinon je ne vois pas la module. J'arrive pas, justement, je cherche. Ah, il est là, le bouton. C'est bon, voilà. Merci. OK. Alors, j'attends que tout le monde soit réparti dans toutes les salles pour voir qui reste dans celle-ci. On serait 9, c'est plausible. Donc, on va commencer. Je vous invite, si vous le voulez bien, à allumer votre caméra pour qu'on puisse voir à qui on parle. L'exercice va être pratique, donc vous allez faire du brainstorming, vous allez participer et parler. Donc, c'est quand même plus sympa de se voir. Merci beaucoup. Et pour commencer, je vous propose d'abord faire un petit tour de table pour voir qui nous sommes, qui est là. On va passer 1 heure ensemble, donc autant voir avec qui on discute. En 30 secondes, pas plus. Comment vous vous appelez, d'où vous venez, et puis quel est votre métier. Je pense que c'est un bon début. Donc, je commence. Je m'appelle Charles de Clarence. Je viens de région parisienne et j'habite en ce moment autour de Lausanne. Et je suis coach agile. Et je donne la parole à Camille. Je vais te démuter. Voilà, c'est bon, tu peux parler. Bonjour, On entend. je m'appelle Camille, je suis dans le 70. Oui, la connexion est très lente. Oui, On entend bien. Réessaye, c'est revenu là. Allô, allô. Oui, je m'appelle Camille, je suis dans le 77, à côté de Charles de Gaulle. Et j'ai un poste de Product Support Specialist. Merci Camille. Je te laisse donner le POC. Je donne la parole à Fanny. Salut, alors moi je suis chef de projet en informatique et pour le moment je suis dans la région de Vevey. Et je donne la parole à David. Oui, bonjour, donc je suis David, je suis de Lyon
et je suis directeur de business développement dans l'industrie du papier. Et j'ai une très mauvaise connexion, là je suis à l'hôtel et j'ai une très mauvaise connexion, donc j'espère que ça passera jusqu'au bout. Voilà. Ça a marché, merci. Et tu donnes la parole à? Alors je ne vois pas tout le monde. Eh bien, à Stéphane. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, j'ai pas de webcam parce que je suis sur mon ordinateur perso, parce qu'en fait, je travaille chez IBM et c'est strictement interdit d'utiliser Zoom pour des raisons de sécurité. Et donc, j'ai dû prendre mon autre ordinateur et donc je peux pas mettre de webcam. Donc, je suis en plus responsable Focal Point sur la sécurité champ des applications. Et quoi d'autre? Et je fais de la globalisation aussi sur les outils. Et je suis sur Nice. Voilà. Okay. Merci. J'ai une question, Charles, pardon, mais je suis sur mon attel en fait. Si jamais je me déconnecte et je me reconnecte depuis mon ordinateur, Ça sera admise directement. Il n'y a plus de salle d'attente. Ok, super, alors je vais faire ça. Et tu viendras dans la salle principale, donc tu as de la chance. Parfait, merveilleux. Pascal, on t'écoute? Oui, bonjour. Alors moi, je n'avais pas mis la caméra pour faire une entrée discrète puisque je suis arrivée en retard. Donc, de ce que je comprends, il faut dire qui on est, enfin ce qu'on fait et où on est situé, c'est ça? Voilà, volontiers. Donc, je suis de Paris, enfin Paris, région parisienne, et moi, je m'occupe de tout ce qui est transformation agile. Donc, je suis coach agile, entre autres, en tout cas de la transformation, de l'amélioration en termes d'agilité et autres, dont le Lean. Très bien, merci à tous. Alors, je vous ai mis dans la conversation un lien vers une page Draft, draft.io. C'est le lien qu'on va utiliser pour faire l'exercice ensemble. C'est un tableau collaboratif. Pascal, tu ne vas rien apprendre. Donc, essayez d'y accéder. Dites-moi quand vous êtes dessus. Je devrais vous voir arriver normalement. Mettez bien votre prénom quand vous vous connectez pour que je puisse voir qui est où sur l'écran. Et puis, si vous avez un souci, dites-le moi vite. Charles, il semble que dans d'autres salles, ça ne marche pas. Les gens n'arrivent pas à modifier. Peut-être que ça risque d'être le cas chez toi, donc ce sera peut-être à toi de le modifier. Ça n'a pas l'air de marcher chez tout le monde, si jamais, juste pour info. Moi, je suis en dessous de ma limite. Ça me met quota dépassé de mon côté. Ouais, voilà. Faut peut-être que tu partages quand même ton écran, Charles. Alors, je vais partager mon écran, mais c'est... Ouais, c'est un mystère. Ouais. Mais alors, il faut peut-être que tout le monde fasse un compte. C'est étonnant, on n'avait pas fait ça avant. Ok, alors je partage mon écran. On va faire ça vite. Où est Zoom sur ce PC-là? Voilà. Du coup, je vais enlever la galerie. Du coup, je vous montre la totalité de la page pour vous donner un petit peu le plan de l'exercice. Alors, je mets en tout petit, hein, c'est exprès. Donc, comme Claudine vous l'a expliqué, on va jouer avec deux outils. Le premier, c'est le Ishikawa, donc c'est la recherche de causes probables et le brainstorming autour des causes probables. Ensuite, on va décider lesquelles de ces causes on va sélectionner pour aller plus loin, pour creuser et pour trouver les root causes. Et ça, on utilise l'exercice des 5 pourquoi, qui est juste en dessous, afin d'extraire vraiment les causes les plus profondes, qui sont celles sur lesquelles on va essayer d'appliquer des solutions ou des actions. Donc voilà ce qu'on va faire dans les 35 prochaines minutes. Donc, qui veut nous résumer le problème de Claudine? Pour être sûr qu'on ait bien compris la même chose. Moi, je vais bien dire quelque chose. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que Claudine donc s'entraînait. Elle espérait faire des progrès en course à pied.
Et au lieu de progresser, elle se rend compte qu'au fur et à mesure, ça va de moins en moins bien. Et que, même ça fait des contre-performances à la fin. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose qui est dissonant par rapport à ce que Stéphane vient de nous expliquer? J'ai compris que c'était plus vraiment sur la fin de l'année où il y avait des performances un peu moins bonnes. Oui, ça peut être un détail important. Merci. OK. Alors, on a à peu près tous compris la même chose. On veut résoudre ce problème pour Claudine. Et maintenant, on va... C'est quand même délicat que vous ne puissiez pas vous-même écrire, mais normalement, quand on fait dans un setup dans lequel on a eu le temps de résoudre les problèmes techniques, on arrive à faire collaborer tout le monde sur ce genre de panneau. Alors là, je vais prendre les notes. Et puis, ce que je vous demande maintenant, c'est de brainstormer, donc à voix haute, sur ce que vous pensez qui peut arriver, qu'il a pu arriver à Claudine. Et je vais noter au fur et à mesure ce que vous me dites sur ce diagramme en arête de poisson, en les groupant par thème. Donc, je vais mettre les titres des thèmes dans les notes roses qui sont aux extrémités des arêtes. Et puis, au fur et à mesure, je bougerai les post-it jaunes dans lesquels j'aurai mis du texte et qui iront dans des catégories. Donc, pour l'exercice, on va utiliser des catégories à peu près standards, même si elles ne font pas trop de sens ici. On ne va pas chercher des catégories qui font plus de sens. Donc, classiquement, on utilise des catégories qui s'appellent homme, machine, matériel. Je vais reprendre ma présentation parce que je ne me souviens jamais en total. Eh bien, on ne les a pas, mais ce n'est pas grave. Et on trouvera celles qui nous intéressent. Donc, maintenant, dites-moi vos idées, donnez-moi vos idées à tour de rôle. Vous pouvez les saisir si vous avez un problème de son dans la conversation. Sinon, vous me les dites et puis je les noterai. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe pour expliquer une soudaine baisse de performance? Blessure. Je le note. La fatigue aussi. D'accord. Hop, je vais mettre là, fatigue. Des problèmes de chaussures aussi, peut-être. Matériel. Problème de matériel, chaussures. Clavier fantaisiste. Ah, je vais mettre ça là. Problème de matériel. Problème de milieu aussi. En fait, elle court plus sur le même trajet. D'accord. Coupure de quelques semaines puis reprise. Donc ça, ce serait une baisse du rythme d'entraînement, quelque chose comme ça. Baisse de la fréquence. Entraînement. Hop. Dans le même genre, même catégorie pour moi, elle a profité un peu trop des fêtes Noël et Nouvel An, trop mangé. Voilà. Ça, je vais le mettre, ici. Changement de chaussures avec des semelles de plomb, d'accord. Donc, hop. Chaussures inadaptées, je vais mettre. OK. Les conditions aussi météo. Conditions météo.
Alors, je vais mettre un truc sur la méthode. Elle respire mal quand elle court et du coup, elle arrive à bout de souffle. Ok. Elle a changé de groupe d'entraînement. Ou elle courait seule, elle court avec quelqu'un maintenant ou inversement. Ah, changer de lièvre. Et ça, on va le mettre. Je vais le mettre où ça? La méthode. C'est un peu la même chose que. Ouais. Ah. Hop. Ça peut aussi être une baisse de morale, mais c'est encore humain, ça, non? Baisse de morale, ça peut marcher, oui. Hop, je le mets ici. Ah, ça c'est autre chose. Hop, je le mets ici. Ok, si vous pensez à des choses un peu plus fantaisistes, un peu plus extérieures, un peu plus irrégulières. Ouais, elle a des enfants qui l'épuisent. C'est vrai qu'il peut y avoir du travail différent aussi dans son travail, donc une organisation différente. Mhm. On travaille, ça c'est pareil, c'est mieux. Elle a changé l'heure de ses sorties. L'heure, oui. Elle courait le matin, elle court le soir ou le soir le matin. Alors, on a pas mal je vais mettre la méthode, d'hypothèses. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on essaye maintenant de les vérifier parce qu'on a le listing complet des données. Donc, je vais le partager à l'écran et on va voir si on arrive à infirmer ou confirmer certaines de ces hypothèses. Et puis, si on a besoin de poser des questions à Claudine, on posera des questions à Claudine pour voir si vraiment ces hypothèses sont plausibles et peuvent avoir un impact en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'elle va nous dire si on lui pose la question. Donc, je me mets sur la bonne page PowerPoint et on va regarder déjà. Donc, je vous partage cette fois le PowerPoint et on va regarder tout ce qui est histoire de régularité, horaire, etc. Bien. Venir à la fenêtre qui me permet de partager quelque chose. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui. Parfait. Alors, j'ai perdu le bon slide. Il est où? Non, là. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ouais, c'est mieux là. OK. Donc là, on va se servir de ça pour valider, parce que c'est les seules données qu'on a en notre possession, à part l'histoire que Claudine nous a racontée. C'est la seule donnée qu'on a en notre possession. Donc, on va voir une par une si on arrive à infirmer ou affirmer, confirmer, les hypothèses qu'on a eues grâce à ça. Donc, première hypothèse, c'était une blessure ou la fatigue. Ça, malheureusement, on ne peut pas le confirmer avec ces éléments. Donc, il va falloir qu'on appelle Claudine. Je vais mettre un code couleur sur ces post-it. Donc, je vais dire rouge, on appelle Claudine. Hop là.
pendant les fêtes. Donc, c'était sur la fin de sa période de course. Est-ce que ça correspond aux périodes des fêtes? On voit voilà, toute la série 8 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 8 minutes, etc. Il était censé... Ah, ça a commencé en septembre. Si on prend le graphe... Ah, mais elle l'a partagé, d'accord. Oui, bon. Celle qu'elle m'a envoyée n'est pas celui qu'elle a montré à l'écran. Donc, il y a une légère différence. On voit que... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La théorie des fêtes de fin d'année. Je crois que par rapport à ces données, il y a d'autres moments en fait où elle excède les 6 minutes. On voit en août, il y a un 12 minutes au kilomètre. Enfin, Alors, je pense que c'était surtout un exemple où elle a montré, non, en décembre. Alors, il y avait effectivement quelques pics durant l'année, mais Ouais. ça, elle avait expliqué que ça pouvait arriver exceptionnellement, que ce n'est pas l'exception unique dans une grande régularité qui était importante. Par contre, là où elle s'est réveillée et elle s'est inquiétée, c'est que vers la fin de l'année, il y avait une grosse baisse de performance générale. Et il était toujours au-dessus des 7 minutes, voire 9, voire 10. Et là, on se concentre sur cette période-là. Donc ça, c'était début décembre. Est-ce que c'est... Ah non, c'est le... Ah, mais on n'a pas la date exacte. Il me semble qu'elle avait mis à partir du 112 en fait, numéro 112, donc c'était novembre. Voilà. Donc on a l'index de la course, mais on n'a pas la date de la course. Et on voit que ça s'étend quand même de 112 à 121. 121 restant en décembre. Elle court 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est quand même sur plusieurs semaines. 1, 2, 3 à 4 semaines. Donc pour moi, l'hypothèse des fêtes de fin d'année, c'est non. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est à partir de 20 décembre. Et là, 3 semaines avant, déjà, elle avait le problème. Donc on va admettre qu'on n'a pas besoin de lui poser la question. On passe celle-là en gris. On va dire le gris, c'est non confirmé. Et puis on passera en vert à celles qui sont confirmées. Donc, les autres, baisse de morale. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est capable de... Il va lui demander. Il va falloir lui demander. Ok, on lui demandera. Pardon. Bon, moi, j'ai une question quand même. La colonne où il y a marqué, moi je vois marqué distance. Qu'est-ce que c'est la deuxième colonne en fait? À part après le numéro, c'est quoi la deuxième? Distance, elevation, c'est l'élévation. Non, distance, parce que je vois marqué distance, mais ça peut pas être que la distance, si? Distance, si c'est la distance. Est-ce que la distance parcourue, pourquoi il y a marqué distance totale juste derrière? Juste pour être sûr de bien comprendre les chiffres en fait. Ah oui, tiens, mais je ne sais pas. C'est étrange. Parce que je pense qu'avant de raisonner sur les chiffres, il faut déjà être sûr de ce qu'on voit. C'est peut-être la semaine, quelque chose comme ça. La distance totale. Ou c'est peut-être si on coupe le chronomètre pendant la course. Je ne sais pas, mais on se base plutôt sur la distance qui est la distance individuelle de l'événement, qui est toujours entre 6 et 10 km, 18 parfois, mais rarement. Donc ça, c'est vraiment la distance de la course. Après, ce qui est à droite, à mon avis, c'est un total sur une période. Donc soit sur la semaine, soit quelque chose comme ça. D'accord, donc je vais juste clarifier déjà les chiffres pour être sûr de discuter tous de la même chose. Ouais, alors, je vais représenter le mural, enfin, le draft. Hop. Ensuite, on a problème de chaussures et chaussures inadaptées. Là, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait de celle-là? Appel à Claudine. Idéalement, il faudrait qu'on puisse voir les chaussures. Et il faudrait qu'on sache si elle les a changées aussi. Si elle les a changées ou pas, oui. Ou si elles sont usées, par exemple. Aussi, oui, par exemple. Donc ça, il faudrait qu'on l'étudie avec la preuve. Ou au moins le témoignage direct.
Ensuite, changement de travail. Bah, pareil. Hein. Ah oui, appel à Claudine. Trajet différent. Est-ce qu'on peut regarder sur les chiffres si c'est réservé, par exemple, aux trajets qui ont des particularités? Donc, en termes de distance, on a 7, 7, 6, 10, 10, 8, 3. Donc, bon, celui à 3, elle l'a fait très vite, hein, 4 minutes. Donc, c'était... Ah non, cette time, c'était... Mais où est le... Et- Je vais afficher un peu plus à droite. Voilà. Toujours au-dessus de 6 minutes quand même. Mais pour des distances dans la moyenne de ce qu'elle faisait avant. Donc, pas de changement sur la distance. Sur l'élévation, est-ce qu'on voit quelque chose sur l'élévation? Il y a 250 mètres, par exemple. Elle l'a déjà fait avant. Il y a quand même des grosses variations quand même. Il y a 1000. Ouais, 400. Alors, où est le 1000? C'est numéro 90. D'accord, mais ce n'est pas dans la fenêtre dans Ah, pas à laquelle... la fin, oui. Non, mais on voit que globalement, Globalement, il peut y avoir des variations et ce n'est Oui. pas là qu'il y a des gros soucis. Quand elle est à 1000, alors 80, tu m'as dit? 90. Hop. Pace 13 minutes, oui. Bon, là, c'est vraiment de la montagne quand même. Hein. Donc 13 minutes, ça s'explique. Mais pour tout ce qui est en dessous de 250, c'est relativement dans une fenêtre de 7 minutes. Quand c'est 250, un peu plus que 6 au début de l'année. Alors que là, elle a fait des gros écarts. Donc, on n'est pas capable de savoir, enfin de corréler ça à un changement de distance ou d'élévation. Maintenant, il y a peut-être des particularités sur le parcours. Ce n'est pas exclu. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On peut poser la question. Conditions météo, ça, malheureusement, on n'a pas l'information. Donc, on va le laisser en suspens. Ses enfants l'épuisent, on lui demandera. Particulièrement à la fin de l'année, il la harcèle avec la liste au Père Noël. Ensuite, je vais zoomer un peu là-haut. Changement de groupe d'entraînement. Pareil, il faut lui demander. Baisse de la fréquence d'entraînement. Ça, on peut regarder avec les chiffres. Visiblement, ça semble assez régulier. Donc, Ça semble assez régulier. Il y a à peu près autant de lignes par mois. Surtout avant. Une baisse de performance, ce serait expliqué si avant il y avait eu un gros arrêt. Là, il n'y a pas eu de gros arrêt. Donc ça, on va dire que non. C'était où? C'était là. Donc ça, non. Là, je mets en gris. Elle respire mal quand elle court. Pourquoi pas? Il faudrait lui poser la question. Changement d'heure des sorties. Est-ce qu'il y a l'heure sur le machin? Il y a la durée, mais il n'y a pas l'heure. Donc, effectivement, on pourrait lui demander s'il y a eu un changement d'habitude avec ça. Donc, on voit qu'on a beaucoup de choses à vérifier. Maintenant, je vous propose une chose, c'est qu'on a mis quelque chose en vert. Ah ben non, on n'a rien mis en vert du tout. Ok, eh bien alors, on va appeler Claudine. Et je vais voir dans quelle salle elle est. Je suis là. Là, c'est parfait. Ok, impeccable. Alors, on a des questions à te poser, parce que les informations à notre disposition ne nous permettent pas d'affirmer ou de confirmer ou infirmer beaucoup des hypothèses. Alors, est-ce que je peux demander à quelqu'un de poser des questions à Claudine? Bon, Stéphane, par exemple. Est-ce que Encore tu veux poser Désigné volontaire.
Non, il n'y a Mais aucun je peux problème. vous aider si vous voulez. Oui. Ça serait peut-être plus simple. Il reste 12 minutes, donc c'est pour Oui, ça que pourra j'essaie accélérer, ouais. je peux répondre. Alors, j'ai un enfant, il m'épuise toute l'année, donc je pense que c'est pas représentatif du tout. Baisse de morale, blessure, fatigue, ça aussi, ça fluctue au cours de l'année, donc je n'irai pas trop là-dessus. J'irai plus sur tout ce qui est effectivement le matériel et la méthode, le changement d'heure des sorties et ouais, le matériel. Je pense que ça peut être assez intéressant. Je pense que je partirai plus sur ça. Les trajets, j'en fais autant de différents que je vais courir. Ok. Donc voilà, c'est pas représentatif non plus. Ouais, donc j'irai plus je répondrai plus, voilà, vérifiable, ce serait plutôt ça. Super, mais merci pour ton témoignage. Et maintenant, du coup, on va passer à l'exercice suivant. On a donc sélectionné 3 causes probables, changement d'heure des sorties, problème de chaussures et chaussures inadaptées. Et on va essayer de creuser là-dessus. Donc là, on change d'outil. Je me mets dans l'autre partie et je vais les copier. Hop, voilà. Donc ici, changement d'heure. Allez. Problème de chaussures. Je vais faire comme ça sera peut-être plus simple. Non. Hop. Voilà. Comme ça, le bel alignement préparé par Claudine est respecté. Hop. Et maintenant, on va se demander pour chacune de ces causes confirmées, pourquoi ça peut arriver. Donc là, le but, c'est de poser plusieurs fois la question « pourquoi ?» Et ce n'est pas si facile que ça. Il faut poser la bonne question « pourquoi ?» La question qui va nous permettre de trouver quelque chose qui reste sous notre contrôle et qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir agir. Donc, changement d'heure de ces sorties. En quoi le changement d'heure sur ces sorties aurait pu influencer sa performance? Donc, en admettant qu'il y ait eu un changement d'heure sur les sorties, qu'est-ce qui aurait pu causer une contre-performance? Manger avant ou après, ça change tout dans la course. Uh-huh. Comme boire, manger, tout ça. Donc, ouais. D'accord. Donc ici, quel est l'avis de l'expert? La contre-performance arrive plutôt si on mange avant, plutôt si on mange après? Il faut mieux manger après, mais de moi Oui, il vaut mieux personnellement. manger après, oui. Alors, Donc, oui, non. Il ne faut pas non plus être complètement à jeun pour risquer l'hypoglycémie. Oui. on aurait mangé juste avant, je vais mettre. Et je vais prendre un peu plus de place. Hop, pour ajouter une autre ligne d'hypothèse. Et on va admettre aussi qu'elle aurait pu être en hypo. Parce qu'elle avait mangé il y a trop longtemps. OK, ici, il faut le vérifier. Donc, on va essayer de faire vite. Claudine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'est arrivé cette semaine-là de manger juste avant d'aller courir? Oui. Oui. Est-ce que tu as eu des cas où tu étais en hypo? Non. Non. Voilà, donc on garde une ligne. Maintenant, pourquoi avait-elle mangé juste avant d'aller courir? Qu'est-ce qui aurait pu expliquer ça dans sa journée?
Pas de disponibilité à un Elle a autre changé moment d'heure. pour aller courir. Changement d'heure, Contrainte de planning. contrainte de planning. Changement de son heure de sortie. Hein. J'ai pas entendu. Changement de l'heure de sortie? Oui. Oula, vite fait. Mhm. Ce qui revient aux contraintes de planning finalement. Oui, oui. Et aussi, s'il fait sombre ou clair, ça rentre dans le planning aussi, ça? La nuit, oui. Oui, la nuit, jour, s'il fait trop sombre, là où elle court, par exemple. Bon, on peut mettre une frontale, c'est vrai. Mais... Là, on était sur la ligne de... Elle a mangé juste avant. Donc, on peut faire une autre ligne. Ah, on reste sur, d'accord. Pour l'instant, oui. Il y a un lien logique entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Ah, je vais essayer de me déplacer. On va essayer de ne pas en faire 1000. Parce qu'on fait l'exercice, mais on va se contenter d'un petit résultat pour que ça tienne dans les temps et pour que vous vous entraîniez à l'exercice. Mais on ne va pas essayer de trouver toutes les causes quand même, sinon on n'aura pas le temps. Trop de temps. Oui. Voilà. Donc, j'en ajoute une. Hop, et là, c'était changement de lumière. Voilà. Oui. Et donc, pourquoi un changement de lumière la fait courir moins vite? Non, je veux dire, c'était pourquoi. En fait, c'était lié au fait qu'elle ait mangé avant à cause du changement de lumière, en fait. Pour le jour. Oui. Oui. Ok. D'accord. Donc là, je le mets ici, du coup. Avec l'hiver. Ok, Ah. donc pas une autre cause entièrement. Ah oui, qu'est-ce qui se passe avec mes trucs? Intéressant. Ah. Ok. Donc, contrainte de planning ou changement de lumière qui l'aurait contrainte à courir plus tôt si c'est le soir, pour courir de jour. Et pourquoi veut-elle courir de jour? Une meilleure visibilité. Parce qu'elle a besoin de voir mieux. Pour voir où elle court. Hein. Déjà, pour pas tomber, pour pas faire de mauvaises rencontres. Ouais. Ok. Pourquoi ne voit-elle pas suffisamment bien la nuit? Frontale. Est-ce qu'elle a noté? Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit gênée par la course de nuit? La pas le Pas matériel. l'équipement. Pas l'équipement? Donc ce serait quoi l'équipement? Frontale. Alors ça, on peut le voir plus tard si vous voulez. De vert. Ok. Ben ça me semble pas mal comme ligne logique. On arrive à quelque chose d'assez concentré sur l'équipement et spécifiquement l'équipement de nuit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer parce que on peut étudier son équipement, voir en quoi il n'est pas adapté ou en quoi elle trouve qu'il n'est pas adapté et voir ce qu'on peut changer. Et c'est faisable. Donc ça, ce serait une assez bonne ligne. Ok. Donc finalement, je peux mettre tout sur la même ligne en fait. Contrainte de planning causée par le changement de lumière. Je vais même faire ça. Parce que j'avais réservé la ligne du haut pour des changements externes. Mais finalement, c'est bien lié à cette cause-ci. Donc hop, je mets ça là-haut. Je vais essayer de supprimer ça. Finalement, je n'y arrive pas. Voilà. Ok.
Très bien. Alors, on va prendre cette... donc déjà, tout ça, on se dit qu'on y croit. Dans un exercice professionnel, dans un milieu où vraiment il faut faire attention, il faut vérifier chacune de ces étapes. Et les vérifier vraiment au premier degré, donc avec le matériel à disposition ou la personne qui serait capable de nous offrir le témoignage dont elle a vraiment de première main, quoi. Ici, on va se dire qu'on y va avec ces choses-là, et maintenant on passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc on avait plein d'autres causes, mais pour une raison de temps, on ne va pas pouvoir les explorer. Ça prend le même temps. Donc on les laisse de côté pour l'instant, et on va se concentrer sur celle-ci. Pas le bon équipement pour courir de nuit. Donc là, on passe au troisième outil, et ça, c'est juste un brainstorming sur des solutions. Donc, pas le bon équipement pour courir de nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Claudine? Pour qu'elle court mieux la nuit avec de l'équipement plus adapté. On va lui offrir une lampe frontale. Donc, lampe frontale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur son équipement qui pourrait l'empêcher de courir de nuit? Il faudrait du matériel réfléchissant pour être vu aussi. Ouais. Donc, c'est les vêtements, en fait. Oui. Matériel ou vêtements, ouais. Mm-hmm. Alors ça, c'est sûrement sur son équipement. Est-ce qu'il y a sur son environnement quelque chose qu'elle pourrait changer? Courir dans un lieu plus sûr, parce qu'une femme seule qui court la nuit, ça peut être dangereux. Mm-hmm. Courir avec des personnes aussi. Pour ne pas courir seule. Oui. D'ailleurs, on ne sait pas si elle court seule ou en groupe. Non, on n'a pas su. Je suis une coureuse solitaire. Une coureuse solitaire. Donc voilà, on a quelques pistes à proposer. Et il faudrait voir maintenant la validation de l'utilisateur. Donc notre idée, Claudine, on n'a exploré qu'une seule de nos lignes pour le moment. Celle qui disait que tu avais changé tes heures de sortie, que c'était ça qui causait les contre-performances. Donc, qu'est-ce qui causait une contre-performance sur le changement d'heure? C'était que tu avais mangé juste avant. Pourquoi avais-tu dû manger juste avant? Parce que tu voulais aller courir plus tôt que d'habitude, le soir. Donc, ça t'a fait avancer ta course. Pourquoi ça? On a pensé à la lumière. L'hiver, il fait il fait nuit plus tôt. Et comme tu voulais courir de jour absolument, tu as couru plus tôt. Ça t'a forcé à courir plus tôt et plus près de ton repas. Pourquoi tu as voulu courir de jour? Et quel est le problème avec la course de nuit? C'est que la nuit, tu ne vois pas assez bien pour courir confortablement et tu ne te sens pas bien à cause de ton équipement. Donc, on a considéré que c'était la cause, que ton équipement n'est pas adapté à la course nocturne. Et là-dessus, on a fait le brainstorming pour proposer des solutions qui sont courir avec une lampe frontale, améliorer le pouvoir réfléchissant du matériel, donc soit des matériels supplémentaires, soit des vêtements eux-mêmes intégrant du matériel réfléchissant, courir dans un lieu plus sûr et plus éclairé, et ne pas courir seul pour être entouré de gens qui eux-mêmes ont de la lumière et des réfléchissants, etc. Donc, excuse-moi, ce que je trouve top, c'est que si on regarde en fait le problème de départ, on aurait pu mettre plein d'autres solutions en place, beaucoup plus basiques en fait sur les changements ou manger après ou peu importe, mais ça n'aurait probablement pas réglé le problème. Par contre, effectivement, peut-être que d'avoir une lampe frontale réglerait ce problème-là en fait. Okay. Ce qui serait chouette, il y a quelques groupes qui pouvaient partager en fait d'où vous êtes partis, de quelle cause potentielle, à quelle solution vous êtes arrivés.
Ça serait intéressant juste de partager un peu pour voir. Je suis passée dans tous les groupes, j'ai entendu de tout. Du coup, ça m'intéresserait d'avoir quelques exemples, savoir ce que je pourrais faire. Tu veux qu'on te les donne maintenant ou est-ce qu'on attend encore un petit peu que les gens reviennent? Je sais pas, ouais. Alors, on est une cinquantaine. J'ai pas tellement de moyens de les contacter. Mais je peux leur renvoyer dans leur boîte aux lettres le lien d'invitation. Ça, je peux faire. Vous allez être spammé, mais c'est pas très grave. Bouh! Bouh, bouh, bouh. Est-ce qu'il me laisse? Non, je crois que c'est mieux pas que j'aille jouer avec le compte alors qu'on y est dessus. Ah ouais. Alors, il est connecté en attente, on me dit. Alors, normalement, il n'y a plus de salle d'attente. Je propose qu'on laisse les gens nous rejoindre au fur et à mesure et puis qu'on commence à partager avec ceux qui sont déjà là. Alors, qui a envie de partager? Ben, moi, je veux bien. On était en train de discuter justement sur la vérification de l'hypothèse. Alors, on était parti sur. Afficher mon écran. Vous m'entendez en fait? Oui. Alors, nous, c'était sur la méthode. On a fait l'hypothèse qu'il y avait un changement d'heure dans les sorties. Et après, on s'est aussi posé donc, la question pourquoi. Et on a pensé à peut-être manger avant. Donc, en fait, Claudine nous a confirmé qu'elle avait bien mangé avant. Et donc ça baisse les performances quand on mange avant de courir, surtout quand on fait de la course de fond. Ensuite, on s'est posé la question pourquoi elle était obligée de manger avant. C'est à cause des contraintes de planning. Donc, et on s'est dit pourquoi cette contrainte de planning? À cause du changement de lumière, avec l'hiver. Avec l'hiver, il fait sombre plus tôt. Après, on s'est dit et pourquoi ce changement de lumière a eu une influence? C'est parce qu'elle veut courir de jour. Et pourquoi elle veut courir de jour? Parce qu'elle a besoin de mieux voir ou d'être mieux vue. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti donc pour les solutions, qu'elle n'avait pas le bon équipement pour courir la nuit. Et pour améliorer ça, on est tombé donc sur différentes solutions comme la lampe frontale, des matériels réfléchissants pour la visibilité, courir dans un lieu plus sûr et ne pas courir seul. Bon, mais comme c'est une coureuse solitaire, la dernière solution ne va pas lui plaire. Merci beaucoup. Du coup, c'est ce que j'essaie de dire au groupe avant qu'on soit interrompu tout à l'heure, c'est que on part d'une cause potentielle pour arriver finalement à une solution qui n'est probablement pas celle à laquelle on serait arrivé si on s'était juste arrêté à la cause potentielle. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que j'aurais pu effectivement arrêter de manger avant ou leur manger après ou peu importe. Enfin, j'aurais pu trouver plein d'autres solutions, mais probablement que le matériel aura un meilleur résultat, un meilleur effet en fait. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui aurait quelque chose de totalement différent, voire même à l'opposé de ça, qui pourrait le partager? Alors, pas tous en même temps, ce serait cool, hein, parce que ça va être insupportable en fait. Hein. Je ne sais pas si mon groupe est là, mais j'ai l'impression que... Est-ce que le groupe de Sandra est là? Sandra, tu es là? J'arrête le partage. Voilà. Parce que j'ai vous m'entendez? Oui, je vois. Ah, tu es là. Cette fille. Oh, bah, je vais laisser parler. Alors, je reconnais. Tu veux nous montrer ce qui a été fait? Alors, ben il faut que je me reconnecte parce que j'ai tout perdu, j'ai l'impression. On est sorti de tout. Est-ce que tu as besoin du lien? Non, c'est bon, je vais retrouver, je vais pouvoir partager. Alors, je dis ça, mais à chaque fois, à force de... écran 1, est-ce que c'est celui-ci? Claudine, tu peux peut-être partager, toi, tu dois avoir tous les groupes. Est-ce que vous voyez cet écran? Oui, on voit maintenant. En fait, nous avons trouvé beaucoup de causes, à la fois des causes personnelles sur la forme physique ou l'état d'esprit, la stratégie.
concernait le parcours, le matériel et également sur la préparation, donc l'alimentation. Et donc, en fait, effectivement, en partant d'une cause, a priori une alimentation non adaptée, que tu avais trop mangé, tu as fait un écart exceptionnel, c'était par manque de temps pour une surcharge de travail. Donc, quelque chose qui paraissait d'être alimentaire, ou on va dire c'est en fait un problème d'organisation, enfin pas d'organisation, mais trop de travail et comment en fait s'organiser, préparer sa sortie. Et puis le changement de matériel, alors là je trouve que c'est une bonne idée, c'est que tu as dû avoir de nouvelles chaussures. Parce que les anciennes chaussures, la précédente paire était usée prématurément. Et puis on s'est dit, mais pourquoi les chaussures étaient usées prématurément? C'est parce qu'il y a un problème de posture. Et c'est pour ça que tu es obligé de changer tous les mois, enfin, un certain nombre de kilomètres de matériel, de chaussures, parce qu'en fait, tu vas les user d'une certaine façon qui vont faire que tu es obligé à chaque fois de te réadapter à un nouveau matériel. Ah ouais. Tu es allé loin. Après, je ne sais pas si vous voulez compléter. Vous avez mis quelque chose en place comme solution, du coup? Allez voir un physio. Excellent. Enfin bon, on a été jeté juste là, enfin on était en train de… Voilà. Et de dire aussi, de voir qu'en fait, à partir d'une cause apparente, on pouvait en fait là, des nourritures trop grasses, mais qu'on pouvait en fait avoir plusieurs branches. On a privilégié un parcours ou une certaine logique, entre guillemets, pour remonter à la cause racine, mais qu'en fait, on a des possibilités infinies et qu'on manquait de contexte et d'informations pour pouvoir déterminer en fait quelle était la cause la plus probable ou vers quoi ce qu'on devait étudier en fait, ce qu'on devait creuser pour voir quelle était véritablement la cause. Effectivement. Normalement, dans la vie réelle, dans le monde réel, à chaque étape, on va vérifier la chose. Alors, on va soit vérifier avec les données qui existent, soit vraiment sur le terrain. On va vraiment vérifier ou poser la question à la personne si vraiment elle a un problème de posture qu'elle connaîtrait ou alors elle mange trop gras, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on vérifie. Et du coup, en vérifiant, ça permet d'éliminer aussi des choses. De dire, en fait, non, c'est pas du tout dans cette direction. Donc, le 5 pourquoi, on va le reprendre, mais différemment dans une autre direction. Et c'est comme ça, en général, qu'on fait l'exercice. Mais rien que d'avoir toutes ces idées, c'est fantastique, en fait. Ouais. En tout cas, aussi, si le problème, c'est que juste quand tu achètes des nouvelles chaussures, tu baisses de performance, c'est que quelque part, tout va bien, parce que c'est normal. Quand tu achètes de nouvelles chaussures, au début, ouais. Que ça soit… Au début, tu dois te réadapter, donc tout va bien. Mais du coup, on ne devrait pas avoir une diminution aussi drastique, en fait. Enfin, ça devrait se réaméliorer assez rapidement, malgré tout. Ce n'est pas le cas? Non. Hein? C'est ça. Mais tu es toujours sur le même parcours? Tu es toujours sur du bitume ou sur de la terre battue ou sur de la pelouse? C'était notre question aussi. Sur le… Intervenir là parce que c'est une des causes qu'on a trouvées. C'est fier de la créativité de mon groupe là. Alors, arrête de partager, on ne veut pas brider la créativité. Tu veux que je partage, Andrea, ou tu veux partager? Je veux partager avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse être prêts. Donc en gros, Claudine, c'est tout la faute du Covid ou de Donald Trump, d'accord? Mais la raison principale qu'on a identifiée, c'est qu'en fait, tu cours dans ta cuisine. Pourquoi? Parce que tu es confiné. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie mondiale. Pourquoi? Parce que les Chinois veulent gouverner le monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être plus forts que Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est un clown. Donc la solution, c'est de le remplacer par Joe Biden. Tu vois, solution à ton problème, remplacer Donald Trump par Joe Biden. Tu peux aussi, comme autre solution, inventer un vaccin pour le Covid. Finalement, hein, je veux dire, on ne force pas. Ou acheter un tapis de course. Comme ça élimine tout le problème de parcours et d'éléments extérieurs. Alors, je connais pas bien Claudine et son domaine d'influence, mais je crois qu'il va nous rester que le tapis de course. A priori, dans ce qui est actionnable, oui, effectivement, en termes d'influence, ouais. Bon, après c'est bon, hein, le premier, il est réglé. Hein, on va voir si demain, je cours mieux. Maintenant que Biden a été élu, c'est bon. Hein, demain, c'est bon.
Bon. Puis on lui enverra une petite lettre. Merci, Joe. C'est ça. Est-ce qu'on a un dernier exemple? Donc, ce qui est intéressant là avec cet exemple, c'est qu'effectivement, on peut vraiment partir dans des délires totaux. Enfin, vraiment, ça peut être vraiment drôle ce qu'on peut faire, sauf qu'il faudrait qu'à la fin, ce soit actionnable, effectivement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment partir. Souvent, on arrive sur des trucs, bah, c'est la faute, effectivement, à Donald Trump, ou alors parce qu'il pleuvait. Ouais, enfin, c'est cool, hein, mais moi, je vais pas pouvoir, on n'a pas de baguette magique. Demain, je peux pas faire cesser la pluie. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est plus aller vers un tapis de course, en effet, dans ma cuisine. Claude, je te vois en plein écran. Est-ce que chez vous, vous aviez quelque chose Qui veut témoigner? Je peux y aller si personne ne se propose. Oui, volontiers, Pascal. Alors, écran partagé, je fais comment? Parce que quand je fais ça, j'ai plein de trucs là. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, on a donc au niveau des routes, au niveau des causes possibles, on en avait quelques-unes. Hein, puis, je vais aller directement là. On avait le changement de régime alimentaire. Pourquoi? Parce que l'ancien fabricant ne fabrique plus la barre de céréales habituelle, donc elle a dû changer de produit. Donc, le produit était moins efficace sur les sorties. Et en regardant, on s'est aperçu que la composition du produit contient un composant qui est mal digéré ou mal absorbé. Et donc, l'idée, la solution, on n'est pas allé jusqu'à la solution. J'ai juste rajouté cette petite boîte-là. Mon équipe dans le sous-groupe me pardonnera. C'est de trouver un produit qui ne contient pas le composant, je ne vais pas dire allergène, mais le composant qui est inefficace. Et donc, là, on est un peu zoomé et de se dire, l'idée, c'était vraiment de creuser et de se dire, bon, mais qu'est-ce qui fait que dans ce produit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors, dans les idées, ce qu'il y avait aussi, c'est de se dire, elle fait des courses longues, elle fait des longues sorties. Et personnellement, comme je suis coureur, je sais que si je vais courir une heure et quart, c'est bon, je ne prends pas de sucre. Mais au-delà d'une heure et quart, j'ai mon sucre. Et on n'avait pas les autres données, par exemple, les temps de passage. Là, tu donnes une vitesse moyenne. On ne pouvait pas savoir si la vitesse, elle était bonne au début et qu'elle se dégradait. Donc, que tu avais des défaillances plus tard. Donc, finalement, tu faisais du 8, mais qu'en fait, tu passais du 6 à 10 minutes au kilomètre, par exemple. Puis pour les chaussures, on est parti dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus trash. C'était les chaussures sont usées. Pourquoi les chaussures sont usées? Parce que tu as prolongé tes chaussures et que tu ne les as pas changées à temps, parce que tu n'as pas le budget. Voilà. Donc là, on s'est arrêté là, quoi. Donc, et puis après, on a surtout été coupé suite aux problèmes techniques. Cool, merci beaucoup. À moins qu'il y ait un groupe qui ait envie absolument de nous partager quelque chose, est-ce qu'on avance dans l'agenda? Oui. Est-ce que tu as trouvé une solution à ton problème ou pas? C'était quoi? Oui, on veut savoir. Franchement, est-ce qu'on était proche ou pas du tout? Alors, dans la réalité, ce qui se passe, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment, en fait. Et au bout d'un moment, je cours beaucoup plus mal parce que je commence à avoir des douleurs. Mais moi, je ne suis pas du tout quelqu'un je ne m'écoute pas du tout. Donc moi, pour moi, les douleurs, c'est lié à l'âge, c'est lié à la fatigue, c'est lié à plein de choses et c'est normal. Sauf qu'au bout d'un moment, la douleur se fait très forte et c'est généralement pile au moment où il faut que je change de basket parce qu'on sait qu'elles peuvent tenir un certain nombre de kilomètres. Et que des baskets usées n'ont plus du tout la même semelle. Et du coup, il faut à chaque fois que je commence à moins bien courir, quand ça se répète, c'est que mon matériel est beaucoup trop usé. Et c'est très, très drôle parce que ça fait 20 ans que je cours et ça fait 20 ans que je me fais avoir à chaque fois. Alors, Vincent, on avait trouvé. Voilà, bravo. Oui, bravo. Il me faut un coach. Oui. Quelque chose à vous donner, des chaussures usagées. Je sais.
Mais après, effectivement, il pourrait y avoir plein d'autres éléments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le brainstorming, une fois qu'on a réglé quelque chose, si le problème revient, on a toujours l'Ishikawa avec d'autres idées qu'on peut toujours aller reprendre et se dire, une fois que les baskets sont changées, et peut-être que je me suis améliorée, mais pas plus que ça, on peut très bien revenir effectivement et dire, c'est peut-être l'alimentation, en effet, ou alors le planning, ou alors voilà, le type de terrain. Il y a plein d'options, mais en général, c'est plutôt l'équipement. Donc, bravo à ceux qui avaient trouvé. Moi, je voulais encore partager assez rapidement, avant de vous laisser poser des questions, un cas concret que j'ai mis en place. C'est mon tout premier projet de la méthodologie Lean Six Sigma, qui est l'outil DMAIC, qui est un outil, moi j'appelle DMAIC en l'occurrence, qui est en 5 étapes. Et chaque étape, il faut les terminer pour avancer vers la prochaine. Le DMAIC. Et donc, l'Ishikawa et le 5 pourquoi sont des outils du DMAIC en l'occurrence. Et moi, le tout premier que j'ai fait, c'était il y a quelques années. Je travaillais dans un département, il y avait 120 personnes, un petit département. Et tout le monde se plaignait en permanence de passer trop de temps dans les réunions. Et je pense que tout le monde ici peut comprendre cette problématique. Et on est venu me voir en me disant, notre problème, c'est ça. Tout le monde s'en plaint et il faudrait trouver un moyen de le régler. Alors, c'est une problématique. Déjà, il faut se demander par quel bout on va prendre ce problème. Ça veut dire quoi, trop de temps? C'est quoi une réunion? On parle de quel type de réunion? Dans toute la première phrase, c'est ça en fait. De quoi est-ce qu'on parle? Quel type? Qu'est-ce qu'on exclut finalement de notre analyse et de notre recherche? Comment est-ce qu'on va attaquer ce problème? Très rapidement, on m'a donné une équipe. On était 9 dans l'équipe projet et on s'est dit, il faut collecter des données. Donc, on a commencé à collecter des données. Donc, collecter des données, basiquement, c'est aller dans l'agenda Outlook de tout le monde et de relever manuellement toutes les réunions de ces gens. On en avait exclu un certain nombre, comme des réunions où les personnes ne sont que 2, parce que les one-to-one, c'est indispensable. Ça, on peut aussi le faire. Dans une collecte de données, on peut supprimer des choses, estimer que ça n'entre, qu'on ne va pas les corriger parce que c'est indispensable. Et puis, pour voir une amélioration, il fallait que les réunions soient au moins un peu récurrentes. Du coup, voilà, ça nous a fait une catégorie de données à collecter. Et puis, effectivement, on s'est rendu compte que tout le monde passait énormément de temps dans des réunions récurrentes. Et même, on est allé très loin, c'est qu'on s'était même dit, est-ce que parfois, il y a 4 personnes de la même équipe ou un line manager et ses équipes qui sont dans les mêmes réunions? Est-ce que c'est nécessaire? Les sparadraps qui avaient déjà été mis en place, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était de mettre des petites pancartes dans toutes les salles de réunion avec les golden rules de la réunion. Il faut un agenda, il faut un PV, il faut quelqu'un qui vérifie que le temps, un timekeeper, quelqu'un qui check le temps. Les golden rules, ça n'a rien changé, rien du tout. Du coup, on a analysé un peu de manière plus approfondie. Quelles sont les réunions qui prennent le plus de temps, dans lesquelles il y a le plus de participants? Et qui sont ces participants? On a commencé à faire un Pareto. De quoi est-ce qu'on parle? Et puis, petit à petit, on avait ce Pareto. Et là, on a fait justement le fishbone. Quelles sont les causes potentielles? Qu'est-ce qui fait que dans ces réunions, les gens passent autant de temps et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux? Et on a posé plein de questions. Tout ça pour dire que d'un sparadrap de « on va mettre des golden rules et puis ça va marcher », on est arrivé à… en fait, on s'est rendu compte que basiquement, Outlook propose des réunions de 15, 30, 45 minutes, 1 heure et pas de 10 minutes ou 20 minutes. Alors, on peut, mais ce n'est pas automatique. Donc, en fait, on ne le fait pas automatiquement parce qu'il faut aller modifier le truc et tout. Donc, les gens se disent, ça pourrait durer probablement 10 minutes ou 20. Et en fait, non, ça dure 30 minutes ou 15 minutes. Et juste de commencer par ce genre de problématique-là, et de se dire, on va peut-être commencer à challenger ça et puis on va essayer de montrer aux gens qu'ils peuvent dire qu'une réunion, elle va durer que 20 minutes. C'est déjà énorme. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de gens, si on leur met une réunion de 1 heure, il reste 1 heure. Ils ne s'arrêteront pas au bout de 40 minutes. Non, on a booké 1 heure, on parle pendant 1 heure. Ça arrive très fréquemment. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Allez savoir, ce sont des automatismes. Mais quand on ne vient pas les challenger, quand on ne vient pas poser la question et qu'on ne vient pas en parler, les gens ne le modifient pas. C'est comme ça, c'est acquis en entreprise. Les salles de réunion, il y en avait beaucoup de salles de réunion qui étaient bornées, il n'y avait pas de fenêtre. La ventilation était affreuse, il y avait des salles qui avaient été faites dans des anciens locaux de stockage.
Et du coup, c'était très, très, très désagréable. Donc, les gens, finalement, venaient, mais ne participaient pas tellement. Ils étaient limite somnolents. Ça, c'était aussi une problématique. Et toutes ces choses-là ont fait que tout à coup, il y a eu un état d'esprit. Moi, je vous parlais d'état d'esprit, amélioration continue au début. On commençait à challenger ces choses-là. Revoir aussi pourquoi est-ce que tous les line managers sont toujours là avec leurs équipes dans toutes les réunions. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que tous les indicateurs qu'on revoit dans toutes les réunions sont-ils pertinents à chaque fois? Non plus. Et on a trouvé plein de choses grâce au Fishbone et aux 5 pourquoi, des choses qu'on a pu mettre en place et on a diminué de près de 25% le temps passé dans les réunions de tous ces employés. Ça peut sembler relativement peu, mais après, dans ces gros projets, il y a toujours une phase de contrôle. On a encore réussi à s'améliorer après coup par cet état d'esprit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je vous parlais du changement et de l'accompagnement au changement au départ, c'est que tout ça, après, il y a aussi il y a des gens qui changent, il y a des gens qui partent, qui quittent l'entreprise, et puis il y a des nouveaux arrivants. Et à partir de là, il faut recommencer un peu le même enseignement, de leur dire, ah, ici, les réunions, parfois, elles durent 20 minutes, pas 30. Ça, tu as le droit de challenger. Si l'espace, le lieu de la réunion ne te plaît pas, tu as le droit de le challenger. Donc, il fallait tout le temps recommencer. Et ça, c'est vraiment le cycle de dire on ne se repose jamais sur ses acquis, ça n'existe pas. Par contre, il faut toujours l'enseigner aux nouveaux et leur dire, ben voilà, l'état d'esprit ici, c'est ça. Et c'est un état d'esprit que j'ai réussi à mettre en place, qui a duré relativement longtemps. Après, effectivement, on ne va pas se mentir, il y a des priorités qui changent, les business changent, les managers changent aussi. Mais c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et je pense que c'est un peu le but, c'est un peu notre métier d'aller challenger tous ces acquis, ces choses sur lesquelles les gens se reposent et se plaignent en permanence. Et du coup, on a eu des résultats dans des sondages de satisfaction de nos clients, donc des employés qui ont explosé. En fait, on était très mauvais à ce niveau-là. Et tout à coup, ça a explosé en se disant, en fait, effectivement, je passe beaucoup moins de temps dans les réunions. Après, on peut parler d'efficacité des réunions, on peut parler de beaucoup de choses. Ça faisait aussi partie du Fishbone. Et voilà, on aurait probablement encore vu une amélioration au niveau de la satisfaction des employés. Donc ça, c'est un des cas que j'aime bien le partager parce que ça parle en général aux gens. Voilà, c'est fini pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions en fait. J'ai très envie de te voler tes findings de tout ça parce que demain, j'ai un meeting de 3h30 avec mon cher collègue que j'aime tellement. J'ai très envie de juste lui envoyer ça ce soir en disant, au fait, demain, on peut réduire à 17 minutes? Ben oui. Bon, alors après, ouais, 17, bon, tu peux, hein. Il va falloir un bon timekeeper, par contre, hein. Avec un chrono, quoi. Mais c'est possible, ouais. Je crois qu'on a des questions déjà dans le... Gantzer, est-ce que tu veux la poser oralement? Oui. Sinon, je le fais. Ah oui. J'ai possible qu'il y ait des petits bruits de fond de pépiments d'enfants, mais c'était à propos de l'Ishikawa. Je voulais savoir en fait quand est-ce qu'on s'arrête de poser des pourquoi, parce que potentiellement on peut aller très très loin. Dans notre cas avec Charles, on est allé jusqu'à 6, je crois, ou 7 même. Et puis j'ai vu qu'avec Pascal, je crois, ils s'étaient arrêtés à 3. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'on peut poser moins de 5 pourquoi et est-ce qu'on peut poser plus de 6 pourquoi? C'est ça ma question. Alors, l'Ishikawa, c'est l'arête de poisson. Et là, toi, tu parles du 5 pourquoi. Oui. Dans le 5 pourquoi, en fait, il faut que ça fasse du sens. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas un juste ou un faux. Il faut vraiment se dire, là, on a touché quelque chose d'intéressant. Et souvent, quand on va beaucoup trop loin, on arrive sur des trucs délirants, du coup. Et donc, il faudrait s'arrêter avant. Il n'y a pas de règle. Souvent, d'expérience, à 3-4, on trouve déjà des choses assez intéressantes à aller régler. Effectivement, on peut aller jusqu'à 6, mais je dirais 3-4, c'est déjà pas mal. 5, c'est pas évident en fait d'arriver à un bon 5 pourquoi. Il faut juste que ça fasse du sens. Ouais, d'accord. Bonjour, j'ai une question. Bonjour. Anas Bekali, Casablanca au Maroc. Actuellement, je travaille sur l'amélioration entre une DSI et leur direction métier. Et effectivement, je vais attaquer des ateliers entre les deux parties. Et je me demandais si je laisse libre, c'est-à-dire rechercher les causes racines du bas, et puis après je les classe, ou je les guide sur des catégories
Et dans chaque catégorie, on fait du top-down, c'est-à-dire qu'une catégorie, par exemple, voilà, les communications de réunion, les comités, les copiles, etc. Et puis, on cherche à descendre avec les 5 pourquoi dans chaque catégorie, où je les laisse libres, c'est-à-dire rechercher n'importe quelle information farfelue, et puis après, je les classe. Qu'est-ce que vous me suggérez? Moi, alors, peut-être que d'autres pourront répondre, hein. Moi, j'aime beaucoup laisser les gens très libres parce que ça va se faire tout seul à un moment donné. Ce qu'il faut faire avec l'Ishikawa, c'est vous laisser, enfin, moi, je laisse totalement libre. Et à la fin, je dis, il faut en sélectionner. Il faudra vraiment sélectionner ceux qu'on estime faire. Ça reste du bon sens, en fait. Donc, on ne va pas aller faire le 5 pourquoi sur quelque chose qui ne fait pas sens du tout. Du coup, laisser très libre parce que ça va biaiser, en fait, le brainstorming. Les gens, ils vont se sentir enfermés dans un système et ils ne vont pas répondre, en fait. Ils ne vont pas donner toutes leurs idées. Donc, les laisser donner leurs idées et après, sélectionner les meilleures. Souvent, on passe sur des votes. Moi, je fais poser des petites gommettes en fait sur les idées et je dis aux gens, bah, votez sur ce que vous estimez être le plus pertinent. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien, très bien. Ouais, c'est ce que je pensais également. J'ai peur de les enfermer dans des cadres et laisser plutôt aller chercher les opinions et puis après les classer, les catégoriser, quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ils risquent de vous dire, ah, mais vous avez l'air de savoir ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce qu'on fait un brainstorming? Si vous commencez à trop les renfermer dans quelque chose. Donc, il faut vraiment les laisser ça devient libres. après un atelier de travail, quoi. Ça ne devient pas un brainstorming libre. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Oui, moi j'avais une question pour justement Anas, si je peux intervenir. Oui, justement, entre la DSI et la maîtrise, je ne sais plus laquelle, peu importe. Les directions métiers, oui, direction métier. La direction métier, en fait, est-ce qu'il y a déjà un problème qui a été spécifié, qui a été, je dirais, un problème concret? Ou est-ce que c'est... parce que moi, ce que j'ai cru percevoir, c'est que c'était encore un cadre assez général et que quand on était dans mon expérience de ligne qui est assez limitée, mais on essaye d'être assez opérationnel et d'avoir un problème concret. Ouais. Et donc, en travaillant justement à travers les différentes catégories, donc dans l'approche top-down, je me disais, mais est-ce qu'ils ont un problème concret qu'ils veulent résoudre? Par exemple, le temps de livraison d'une nouvelle application, la résolution des incidents ou quelque chose comme ça, ou des problèmes de statistiques. Donc, c'était plus ma question à votre question. Et en fait, j'ai collecté les données. Et effectivement, j'ai fait un diagnostic et j'ai pas mal de constats. Maintenant, je veux les challenger pour qu'ils réfléchissent et après, je vais comparer par rapport au mon diagnostic. Je ne vais pas essayer de leur donner un diagnostic, je vais le faire à l'envers. Je vais les challenger. Donc, j'ai déjà des constats. C'est-à-dire, par exemple, la DSI, elle va se plaindre parce qu'ils expriment mal leurs besoins. Les métiers, ils vont se plaindre par cause de la fiabilité du système ou bien le non-respect des engagements. Il y a trop de réclamations des clients. Il n'y a pas de réactivité quand il y a des incidents. Il y a pas mal de constats. Mais je ne vais pas leur montrer le constat que j'ai vu parce que j'ai interviewé des gens, j'ai regardé les livrables, etc. J'ai mon propre constat. On va dire, je me suis basé sur un processus MMI, sur les différents processus. Oui. J'ai défini déjà mon constat, mais je ne veux pas leur donner tout de suite. J'ai déjà fait ce type de diagnostic et quand on leur donne déjà le diagnostic, ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser ces nouvelles technologies, nouvelles techniques, brainstorming, design thinking, etc. Et je veux les challenger pour les transformer parce que je me rends compte qu'en fait, c'est l'humain qu'il faut transformer. Et pour transformer l'humain, il faut que l'idée vienne de lui, pas de ma boîte à outils, moi l'expert en organisation, etc. C'est très difficile après la conduite du changement. Et donc voilà. Mais par contre, j'avais un doute sur est-ce que je prends mon diagnostic et je fais des catégories et je challenge là-dessus, ou vraiment dès le départ, c'est voilà, pourquoi vous râlez par rapport à la DSI et pourquoi la DSI râle par rapport au métier. Laissez libre et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Les gens vont mieux adhérer si ça vient d'eux.
Ouais. Je vais tenter ça. Donc, c'est un prochain retour d'expérience. Je viendrai vous dire le résultat dans quelques mois. Volontiers. Et puis, si je pouvais juste faire un petit commentaire sur les catégories en préparant cette réunion comme facilitateur. Dans les catégories, j'ai trouvé d'autres catégories. Alors, ça fait penser à des catégories de type marketing, mais par exemple, on pourrait très bien prendre des catégories, des CIP, le produit, le prix, la promotion, le placement, le process et le people comme autres catégories. Donc, les catégories enferment. Donc, ce qu'il faut voir, c'est laisser venir les gens et puis les catégories vont venir d'elles-mêmes. Après, les catégories sont utilisables pour vérifier si, tiens, dans un domaine, on n'aurait peut-être pas oublié quelque chose. Tout à fait. Donc, c'est plus des guides. Et comme je dis, c'est des guides, ce n'est pas des carcans. Donc, il vaut mieux les laisser libres. Ça marche. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Donc, la méthode Lean Six Sigma, c'est définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. C'est basé sur ces 5 éléments. Oui. Donc, pourquoi c'est 6 Sigma, pas 5 Sigma? Ah, ça n'a rien à voir. Le Six Sigma, c'est alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les outils statistiques, en fait. On estime, en fait, qu'un processus sera stable quand tous les éléments qui sont issus de ce processus sont compris dans un écart de maximum de 6 sigma par rapport à la moyenne de tous les éléments. Donc, c'est vraiment la courbe de Gauss, en fait. Vous voyez ce que c'est? La courbe normale, en fait, dans les processus. Et en fait, on essaye de réduire la variabilité pour que toutes les données, en fait, ça n'a pas de lien avec les 5 D'accord. 5 Merci beaucoup. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être? Oui, si personne d'autre a une question. Vas-y. On fait appel à cette amélioration au tout début. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent que ce soit la catastrophe pour appeler au secours et donc faire appel des services? Ou bien s'il y en a, ils se disent, allez, on met à plat, on a de nouveaux processus et dès le début, on va essayer de faire bien ou du mieux possible? Oh, ça, c'est très rare. Je dirais que c'est plus alors d'expérience. On fait appel à des gens comme moi quand il y a des transformations organisationnelles et qu'on veut vraiment rendre ces processus les plus clairs et les plus lean possibles. Ou généralement, effectivement, comme je le vois dans les commentaires, c'est généralement quand il y a la catastrophe. Le plus difficile dans ce métier, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, nous, par l'aide d'indicateurs, souvent, là, ça va brûler, là, ça va brûler, là, ça va brûler. Mais on fera appel à nous quand ce sera totalement cramé parce qu'on nous dira, c'est quand même dingue, pourquoi ça a brûlé? C'est tout, voilà. Ça, c'est un peu c'est un peu notre métier. En fait, les gens attendent la catastrophe. Ils attendent de voir tous les indicateurs en rouge pour faire appel à nous, alors que nous, on serait capable d'intervenir dès les premiers. Voilà, c'est ça qui fait partie du changement et de l'état d'esprit à faire changer finalement dans les entreprises. Mais voilà, ou beaucoup dans les transformations organisationnelles aussi. Mais c'est rare qu'il n'y ait rien du tout et qu'on veuille commencer de zéro. Je l'ai vécu une fois, mais on part jamais vraiment de 0-0. Hein. Il y a quand même souvent des choses qui sont en place, mais c'est souvent du bricolage. Pardon, bonsoir à tous. Désolée, je suis venue tard. Je n'ai pas pu vous joindre depuis le début. Pour ça, je n'ai pas pu bien suivre, poser la question. Je suis contente d'être entre vous et j'espère à notre fois commencer au début pour comprendre mieux et participer de questions et tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, j'ai une question par rapport à la définition, enfin, par rapport à Lean, à l'amélioration continue en général, et comme on a un petit peu parlé d'organisation, pour moi, c'est avant tout vraiment de changer une organisation, on va dire, qui travaillait peut-être sur une base de projet waterfall, en une vision beaucoup plus proactive et à devenir agile au bout du compte, c'est-à-dire justement de pouvoir prévenir
les catastrophes. Mais c'est vraiment un changement au niveau, on va dire, comportemental à avoir avant tout. C'est pour ça qu'au départ, je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai montré le temple vraiment de l'excellence opérationnelle où il y a la conduite du changement. Et dans le changement, effectivement, c'est cet accompagnement des gens. C'est un état d'esprit à totalement changer aussi. On peut moins travailler chacun pour soi. On doit vraiment aussi s'intéresser à ce que font les autres, l'impact qu'on a sur les autres, en fait, parce que sur un processus, on est rarement tout seul. Et ça, c'est tout un état d'esprit, effectivement, de transformation qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que c'est rarement, on ne devient pas lean. C'est vraiment un travail de longue haleine, en fait. On tend à le devenir et on sera toujours en apprentissage, en fait, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à mettre en place, des nouvelles améliorations, des transformations et de l'accompagnement de tous les nouveaux aussi arrivants qu'il faut mettre à jour en permanence. Ouais, je suis d'accord. Et je reviens aussi sur le point, comme quoi, en fait, justement, les stakeholders, au bout du compte, les changements, en fait, les idées doivent venir d'eux. Parce que c'est vrai qu'en les imposant, j'ai vraiment, en fait, ce pas entre la business analyse et la gestion de projet, où la business analyse, on a tendance un petit peu à leur dire, bah voilà, au bout du compte, on connaît la solution. Eh ben non, au bout du compte, c'est eux qui la connaissent. Donc, c'est beaucoup plus facile, on va dire, à implémenter si ils ont ce sentiment d'appartenance, on va dire. Je pense que c'est faut trouver un juste équilibre entre être un peu directif, parce qu'il faut quand même avancer, d'être trop en permanence dans l'accompagnement peut tendre à stopper en fait le processus, à le ralentir drastiquement. Il y a quand même des objectifs, une stratégie derrière. C'est être directif et coacher, donc à faire comprendre aux gens qu'on veut travailler avec eux. Mais il y a quand même toujours une direction, hein. On est quand même obligé. Le 100% coaching d'expérience, ça ralentit énormément et je crois que c'est pas le but non plus. Il faut vraiment un peu des deux en fait. D'accord, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Une dernière question ou une remarque, une doléance, que sais-je. J'ai mis un petit lien pour que vous fassiez une évaluation de la soirée. Je vous partagerai directement après. Il y a 13 participants qui ont évalué. Je vous montre ça tout de suite si vous voulez nous laisser un petit commentaire pour nous améliorer. Alors oui, au niveau technique, on s'en doute bien, on peut faire mieux. Mais voilà, peut-être une dernière question. Et je vois là la question de Michael qui dit du coup la mise en place du Lean, c'est la gestion du changement, de la méthode gestion de projet et de la qualité. C'est exactement ça, oui. C'est un vrai travail de tout ça mis ensemble en fait. Et c'est pour ça que mettre ça en place dans une entreprise, c'est d'abord faire un état des lieux, comprendre quelle maturité ont les gens, dans quel état d'esprit ils sont, et de sortir les bons outils, donc la bonne méthodologie en fait au bon moment pour les bonnes personnes. Mais merci. Merci, c'est très intéressant. Parfait. Je vous partage les résultats des évaluations. Vous devriez les voir tout de suite. J'ai mis le lien si jamais vous pouvez accéder vous-même aux résultats. Alors, 4,4 de moyenne. Vous êtes très gentil pour les soucis techniques qu'il y a eu, oui. Qu'on a eu, on les a un petit peu cumulés. Mais bon, on a avancé quand même voilà, comme on a pu. Voilà, vers la fin, j'ai vu quand même qu'il y a plusieurs fois la même évaluation. Merci de booster vers le haut les évaluations. Je vois qu'on n'a pas du tout, on n'a rien en dessous de 4, donc c'est très gentil. Atelier de vulgarisation très intéressant et très participatif de Philippe. Très content de la soirée, en effet. Le cas pratique était vraiment un bonus, c'est très bien facilité. Très apprécié l'exemple des applications pratiques. Je vais un peu plus vite. J'ai beaucoup apprécié cet atelier pratique. Je vous remercie pour la qualité de la soirée. Libère l'esprit propose de nouvelles voies. Vraiment très intéressant, atelier très intéressant. Et puis après, on a toute une série qui pousse presque en pas à la moyenne, en fait. Très inspirant, intéressant et inspirant. J'ai dit le contraire avant. Bon, il n'y a rien en dessous de 4. Voilà un petit nuage de points pour reprendre les points principaux dans l'évaluation. Il est 20h25. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Ouais, on est pile dans les temps. Voilà, même les aléas du direct, on va dire. Moi, je tiens à remercier Claudine. Je recherche le nom de tous les intervenants. Voilà. Stéphane Louet, notre facilitateur.
Sandra Vincent, voilà, Pascal Gline, Charles de Claran, Andrea Hubert et Minia Niculescu. Et toi, Claude, aussi? Oui, c'est vrai. J'ai fait facilitateur en même temps. Et puis là, je vous montre, voilà, c'est la prochaine soirée qui aura lieu, donc c'est bien jeudi prochain. Oui, on les enchaîne pratiquement d'une semaine à l'autre. Ce sera plus théorique, mais aussi interactif, en tout cas, on l'espère, avec votre participation. C'est un atelier de découverte de la business intelligence, mais en fait, ça va quand même assez loin, hein, parce que je l'ai déjà vécu. Ils vont vous expliquer les outils qu'on utilise, hein, les data mart, les diagrammes en étoiles. On va même parler de data science. Voilà, ça va quand même. C'est une découverte, mais on va dire que c'est un panorama assez large par deux professionnels. Et voilà. Je vous invite à nous retrouver jeudi prochain pour ce nouvel atelier. Merci tout le monde. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.